Hello à tous, je suis Loïc Audet, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Salut François, merci de me rejoindre sur Club Deal. Surtout, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait suite à l'interview que j'ai eue avec Virginie Perret, que je salue. Écoute François, je te laisse te présenter. Tu es l'un des cofondateurs de Colonize. Bonjour Loïc, merci beaucoup pour l'invitation. Meilleurs vœux aussi à toi et à tous les auditeurs. Alors écoute, moi je suis François, je suis un des 3 cofondateurs de Colonize. Donc on est 3 amis de base, on s'est rencontrés sur les bancs de l'ESSEC, grande école de commerce en région parisienne. Ouais. Et pendant nos études, on a sympathisé, puis on avait toujours eu un peu un petit attrait pour l'immobilier, notamment de mon côté avec ma famille où j'ai fait un notaire ou ainsi de suite, donc j'ai un peu baigné dedans. Et en sortant de l'ESSEC, en fait, on a assez rapidement voulu investir de l'argent et c'était pas trop possible sur notre résidence principale à Paris. Même il y a 7 ans, c'était déjà assez fou par rapport à ce qu'on gagnait. Ouais. Et du coup, on est parti d'une idée assez simple qui était de créer une colocation idéale pour des étudiants de l'ESSEC à Cergy. D'accord. Et on l'a acheté, on l'a transformé en coloc pour 4 personnes. Et ça a été un super succès avec des performances économiques de fou, avec plein de demandes. Et ça, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, long story short, en 2-3 ans, ce qui a été un projet d'investissement du dimanche s'est transformé progressivement en Colonize. Voilà. Ouais, c'est une folie. Donc vous êtes 3 associés, hein, c'est bien ça? Ouais. Donc chacun a sa spécialité, j'imagine, ou vous avez les mêmes les mêmes connaissances absolues. Il y en a un qui est peut-être plus tourné vers l'immobilier, plus l'autre vers le business, le commercial, je sais pas. Alors Amaury, lui, il a fait du private equity, enfin du venture capital plus exactement, avec Marc Simoncini. Il était chez Jaina Capital pendant quelques années, donc le projet assez entrepreneuriaux. Alexandre a fait de la banque d'affaires chez Rothschild. D'accord. Pendant lui aussi quelques années. Et de mon côté, moi j'étais plus immobilier parce que après l'ESSEC, je suis allé passer un master de droit notarial à Assas. Finalement, j'ai pas décidé de devenir notaire et je suis parti chez Unibail-Rodamco pour faire principalement de l'investissement immobilier dans l'équipe de direction Invest France. Donc c'est un peu nos 3 parcours. Bon, après maintenant Colonize, ça fait déjà 4 ans, sachant que c'était quand même quelque chose qui était dans les cartons depuis pas mal de mois avant le lancement de Colonize. En plus, notre première boîte de coloc étudiante qui s'appelle Ganski, qu'on a toujours d'ailleurs. Ouais. Et du coup, sur les responsabilités aujourd'hui, Alexandre s'occupe pas mal de tout ce qui est transverse dans la boîte, donc finance, le produit, la tech, le marketing. Amaury s'occupe de tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire livraison des projets, mise en exploitation, performance économique. C'est vraiment genre tout ce qui va être la perf du portefeuille. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est dev. Donc en gros, c'est relations investisseurs, relations promoteurs, développement. Et aujourd'hui, on est présent sur pas mal de zones puisqu'on est présent sur France, Allemagne et Benelux. Voilà. Waouh. Et ça en 4 ans, quoi, c'est ça, hein. Ouais. Colonize, je crois que ça existe depuis 4, bientôt votre 5e année, si je dis pas de bêtises. Non, on vient de commencer. Oui, non, ça fait pile 4 ans. Là. Pile 4 ans, ok. Pile 4 ans. En gros, ça a été dans les cartons il y a 4 ans et demi. Et vraiment, le lancement, c'était il y a 4 ans. D'accord. Du coup, François, je serais curieux que tu me racontes la première opération Colonize, tu vois, avec
en étant le plus transparent possible. J'imagine qu'il y a eu il y a pu avoir des fails et c'est absolument normal. Et comment t'as pu contrecarrer les problèmes que t'as rencontrés. Puis on sait qu'à la fin c'est un véritable succès, mais je suis curieux de connaître ta première opération. Alors, je vais remonter un peu dans le temps avant la première brique, parce que je pense que le contexte, c'est surtout savoir pourquoi on est arrivé à cette première opération et peut-être limite plus intéressant que l'opération elle-même. En gros, bon, on faisait des colocations étudiantes et ça marchait super bien. Et assez rapidement, on s'est dit, mais en fait, nous, on a 26 ans et on est toujours en coloc. Mais pas Ouais. plus à Cergy, on est en coloc à Paris et tout autour de nous, en gros, quasi tout le monde, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos amis, tout le monde était plus ou moins en coloc. En gros, tant que t'étais pas en couple, t'étais en coloc. Et on s'est dit, mais c'est quand même fou parce que c'est pas du tout un truc d'étudiant, quoi. Maintenant, on a tous des salaires corrects, on a des bons diplômes, on est en centre-ville et pourtant on aime ce mode de vie. C'est plus un truc uniquement économique. C'est un truc, c'est un peu cliché, mais c'est un choix de vie, quoi. C'est lifestyle. Je préfère être avec 3 potes que seul. Et on s'est dit, bon, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est développer un modèle de coloc, mais pour les actifs, pas pour les étudiants, pour des gens qui ont du pouvoir d'achat. Et donc, on est allé aux États-Unis voir ce qui se passait, et on est parti d'une feuille blanche, et on s'est dit, bah en fait, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que veulent les gens et qu'est-ce qu'ils veulent pas. Donc, on a pris des études de colocataires, et on a, en gros, fait deux colonnes sur ce que les gens n'aimaient pas en coloc et sur ce que les gens aimaient. On s'est dit que tout ce que les gens aimaient, il fallait le garder, voire l'améliorer, et tout ce qu'ils aimaient pas, il fallait régler le problème. En gros, le constat était assez simple, c'est que la principale quantité de points de tension va se concentrer sur ce qui est salle d'eau. C'est-à-dire faire la queue pour aller se doucher, partager des toilettes, les petits problèmes d'hygiène des uns des autres, et la cuisine avec la vaisselle qui s'entasse, le frigo avec les trucs périmés, je me suis fait voler mon jus d'orange, ce genre de trucs. Et en gros, assez paradoxalement, on s'est dit que si on veut faire du vivre ensemble, il valait mieux faire plus de privé. Et en gros, ce qui est assez marrant, c'est que notre premier concept de co-living, ça a été de se dire qu'il faut supprimer la chambre et faire des studios ou des 2 pièces. Et que, en gros, il fallait des espaces partagés à partir du moment uniquement où les besoins fondamentaux des gens étaient assouvis par leurs espaces privatifs. C'est-à-dire avoir ses propres WC, sa propre salle de bain, sa propre cuisine, et ensuite partager d'autres espaces, et notamment des espaces qu'on trouve pas en coloc. Donc ça, l'analyse, elle était, on va dire, un peu simpliste, mais assez concrète, parce que pour le Ouais, coup, c'est quand clair. tu parlais à n'importe qui et que tu disais, bah, en fait, ça te dirait d'avoir ton appartement, mais un espace de télétravail, une salle de sport, une piscine, tout ce que tu peux imaginer, mais partagé avec tes potes. Tout le monde est genre, mais ouais, carrément, quoi. Et donc, on est parti de ce constat et on s'est dit, bah, du coup, il faut pas des apparts, enfin, il faut un immeuble. Et ensuite, on s'est dit, mais ça coûte combien un immeuble? Et puis on voyait les prix, plus le montant des travaux de notre projet. On s'est dit, mais en fait, c'est un peu l'hallucination. Mais ce projet, en fait, il va nous coûter minimum 10 millions d'euros, quoi. Enfin, à l'époque, ouais, 10 000 euros du mètre, acquisition plus travaux dans Paris pour un 1000 mètres carrés, pour se dire, on fait à peu près un 30 clés. Ouais. On avait en tête. Et 10 millions, nous, personne les avait autour de nous. Et quand on a parlé à 2 banquiers, ils nous ont dit vous êtes fous, Vous êtes quoi. fou, ouais, j'imagine. En plus, t'arrives à... Ouais. Alors, je veux faire une sorte de division, mais sans faire de division, avec une seule unité foncière, mais enfin, ouais, c'est vrai que pour un banquier comme ça, de but en blanc, ça peut paraître un peu compliqué, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, on s'est rapproché pas de banquiers, mais d'investisseurs en immobilier. Moi, j'en connaissais avec mon boulot, puis on avait un petit réseau. Et en fait, ils nous disent, bah ouais, pourquoi pas, on va le faire. Mais en fait, le mec qui te met 10 millions sur la table pour acheter l'immeuble, bah il veut l'immeuble en fait. Et Oui, du complètement. coup, toi, tu as le concept et ça veut dire que tu t'as même pas commencé. Dans le meilleur des cas, il nous file 1% à chacun d'actions gratuites, il a 97% du tout, et puis toi, tu as 3%. Donc en fait, ça marche pas. Tu t'en fais pas un métier, et puis surtout, c'est impossible de scaler. Du coup, on était un peu bloqué. Et on a eu un raisonnement un peu d'entrepreneur, quoi, qui est on a une idée, mais on n'a pas de business model, donc comment on fait? Et il faut trouver des solutions. Et notre idée, ça a été assez rapidement de dissocier la propco de l'opco, quoi. De se dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va détenir 100% des murs et il va y avoir nous qui détenons l'opérationnel des murs. Et une fois qu'on avait ça, on réglait pas mal le problème parce qu'effectivement, on pouvait avoir affaire à des investisseurs différents en fonction des deux structures.
Et du coup, pas du tout avec les mêmes niveaux de dilution et autres. Donc une fois qu'on a fait ça, on a eu le concept, on a fait les études de marché. Ça, c'était assez encourageant parce que quand tu regardes le poids du résidentiel, en fait, le résidentiel, c'est l'immobilier en général, c'est à peu près 60% de la valeur dans le monde, elle est immobilière, Bon. et Ouais. 40% c'est de la propriété intellectuelle. Et sur 60% de valeur immobilière dans le monde, t'as quasi 70% c'est du résidentiel. Donc en gros, c'est juste démentiel. Les chiffres sont juste hallucinants. Et t'as aucun problème à convaincre un investisseur parce que d'une façon ou d'une autre, dès que tu as un business qui te permet de capter un microscopique pourcentage de ce marché, les sommes sont phénoménales. Et nous, notre marché est en pleine expansion. Bah, tu le connais très bien. La colocation, c'est une croissance ininterrompue depuis 2 décennies en France, avec des croissances parfois à 2 chiffres sur certaines années. Enfin, c'est un secteur qui, on va dire, ne connaît pas la crise. Et cette année, l'année dernière, on est peut-être la meilleure démonstration. C'est que c'est d'ailleurs le résidentiel et la coloc, c'est le secteur qui résiste le mieux, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, on est allé voir des investisseurs, et ça vraiment, et c'est important de l'avoir en tête pour le premier projet. On est allé voir des investisseurs vraiment avec rien d'autre que un deck de 10 slides, des réponses aux questions pratico-pratiques, notre petite expérience de colocation, et on leur a dit, bah voilà, nous on va révolutionner le résidentiel géré pour les actifs en France, un marché qui n'existe pas aujourd'hui. Et on a besoin d'investisseurs. Et en gros, en 3 mois, on a levé 1 million d'euros auprès de Xavier Niel, auprès de Global Founder Capital et avec des business angels. Et une fois qu'on a eu cet argent, on était là, bon, un truc de dingue, c'est 3 mois qu'on est lancé, on a 1 million sur le compte. Maintenant, on a 3 mois pour trouver un immeuble. Ouais, parce que en fait, cet argent, il fallait bien le dépenser à un moment donné, quoi. Tu peux. Bon, après, pour des investisseurs, c'était relativement peu risqué puisque c'était adossé à l'immobilier. Non, 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 non. Non, non, Colonize n'est pas adossé à l'immobilier. On a levé 1 million sur la structure C'est d'exploitation. uniquement Avec sur la rien. structure. Donc ça veut dire que le bien, il est pas financé. Enfin, le bien n'est pas Ah non, il n'y avait financé même par pas de ça. bien identifié à ce stade. Ok. À ce stade, il n'y avait pas de bien identifié et il n'est pas financé par ça. Il est vraiment pour la structure d'exploitation, Ok. avec justement comme idée de business plan de réussir à scaler très rapidement. Et on a cherché du coup l'immeuble qu'on voulait, donc l'immeuble où on se disait ce sera un super flagship, quoi, un truc simple, quoi, 1000 mètres carrés dans le 9e arrondissement avec un rooftop, enfin un truc basique, quoi. Ouais. Bon, 4 ans après, bien entendu, on le cherche encore. Ouais, L'immeuble tu le qui cherches n'existe encore, pas. j'imagine. Ouais. Et on a dû un peu descendre de notre petit nuage et accepter d'autres choses. Et en gros, il y a un no business angel qui est, bon, je vais pas le citer, je sais pas s'il a envie, mais un no business angel en tout cas, Ouais. qui était propriétaire de 2 petits immeubles résidentiels qu'il venait d'acheter à Fontainebleau, juste à côté de l'INSEAD. Et lui, en fait, il était en train de faire les travaux. Ces 2 immeubles, il les avait achetés. Il était en train de les diviser en 3 ou 4 appartements à destination de famille. Et il nous a dit, mais les gars, franchement, votre truc, il est là. Vous me le louez, vous faites votre co-living. Il y a l'INSEAD juste à côté. Ça va cartonner. Et nous, on était vraiment hyper suspicieux parce qu'en fait, on voulait enfin lancer un truc sur les actifs. Et là, on était en train de lancer un truc pour des étudiants de nouveau. On a un truc urbain, on avait fait toute notre analyse sur les centres-villes et on était à Fontainebleau, à plus d'1 heure de Paris, à côté de la forêt. On voulait un truc avec minimum 30 chambres pour bien être sûr que c'était pas de la coloc. Et là, on arrivait avec maximum une douzaine de personnes. Ouais. Enfin, on était en mode genre, ça va pas, quoi. Ouais, c'est Enfin, pas. En fait, en vrai, c'était pas l'idéal, quoi. Quand c'était non, un beau cadeau, mais. c'était clairement pas l'idéal. Ouais. Et en fait, on a galéré, on n'a rien trouvé d'autre. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça fait 6 mois qu'on cherche, le projet idéal, il n'existe pas. On peut pas attendre 6 mois de plus, quoi. Il faut qu'on ouvre quelque chose. Et du coup, on a dit, bon, tant pis, on y va. Et en fait, méga succès, des rendements de dingue. Je pense qu'on a multiplié le marché local par 2 ou 3 au mètre carré. Une demande incroyable de la part des étudiants de l'INSEAD. Finalement, on s'est rendu compte que l'étudiant de l'INSEAD, il répondait vachement à notre cible parce qu'en fait, c'était pas vraiment des étudiants. On a une moyenne d'âge de nos locataires qui était aux alentours de 30 ans.
C'était des gens qui avaient déjà bossé 6 ans et qui revenaient faire un MBA pour la plupart. Hein. C'était pas des fraîchement. C'était pas c'était pas des bacheliers. Ouais. C'était pas des 18, 25 ans, quoi. C'est des gens qui, voilà, on a des locataires, ils ont 40 ans, hein, ils ont déjà 20 ans ou 15 ans de carrière et ils viennent faire un MBA payé par la boîte pendant 6 mois, quoi. Très internationaux, avec une grosse attente en termes de services. Et en fait, on se rend compte que c'est un carton pour le propriétaire, c'est un carton pour nous et c'est un carton pour l'usager, quoi. Et ça, en fait, d'une certaine façon, ça nous a vachement aidé et rassuré parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le business fonctionnait super bien, y compris avec des projets entre guillemets qui cochaient pas toutes les cases. Et ça, en fait, ce qui était une très bonne nouvelle, c'est que du coup, ça prouvait aussi la scalabilité du modèle et le fait qu'on n'était pas obligé et dépendant des meilleures localisations, de la taille parfaite, de la typologie parfaite d'unité, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, avec ce premier projet, on s'est rendu compte de pas mal de choses par l'expérience. Et notamment, on a eu l'obligation de créer quelques unités sans cuisine et même 2 avec une salle de bain partagée parce que les contraintes du bâtiment ne nous permettaient pas de faire nos studios et nos T2 tous autonomes parce que c'était simplement pas possible. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec un bon pricing, il y avait tout autant de demandes pour ces unités que pour les autres. Et depuis, on a vachement creusé et on s'est rendu compte notamment qu'il y avait une bonne partie des gens qui cuisinaient jamais et qui accordaient pas de valeur, par exemple, aux cuisines. Et il y a des gens aussi qui sont tout simplement pas prêts à payer le surplus pour avoir une salle de bain individuelle et qui sont preneurs d'une salle de bain partagée. Donc en fait, c'est par l'expérience qu'on a réussi à designer le produit qu'on a aujourd'hui, hein, qui est beaucoup plus complexe que l'idée initiale qu'on en a eue. Mais voilà un peu l'histoire de ce tout premier projet. Mais c'est vrai que au final, ouais, c'est vrai que le constat de base, c'était de se dire chacun avait sa salle de bain, chacun avait sa cuisine, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, tu me dis si je me trompe, c'est ce qu'on appelle des unités de vie. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas eu au départ des problèmes avec notamment l'urbanisme qui aurait pu considérer ça, je dis parce que j'ai eu un cas à peu près similaire, qui aurait pu considérer ça comme de la division sauvage. Ils appellent ça comme ça, hein, c'est le terme qu'ils donnent. On a eu le cas sur un immeuble où, si tu veux, on avait fait un bail unique et effectivement, bah pareil, le même système. Je voulais que chacun ait sa cuisine, chacun ait ses salles de bain, chacun ait ses WC parce que on est en 2020-2021, bah c'est normal de pouvoir avoir accès à ce genre de choses, quoi. Et effectivement, la mairie ne l'entend pas comme ça. Est-ce que vous avez eu des pas forcément des soucis, mais en tout cas des explications à ce sujet avec la mairie, que ça soit sur ce projet-là ou un autre? Alors, en moyenne, ça se passe assez bien, mais effectivement, c'est un véritable sujet. Et je pense que beaucoup de gens y ont été confrontés. En fait, c'est assez paradoxal, mais il n'y a pas de définition légale en France de ce qu'est un logement. Ça n'existe pas. Et en fait, du coup, c'est hyper flou de savoir si 5 studios avec une cuisine salon partagée, est-ce que c'est 5 logements, est-ce que c'est un logement, que ceux qui ont des kitchenettes c'est des logements, mais ceux qui en ont pas, c'en est pas. Enfin, c'est hyper difficile. D'ailleurs, la frontière, elle est méga floue, hein. Il y a des opérations de promoteurs aujourd'hui qui sont en train de sortir avec, pour la toute première fois dans des centres urbains européens, des appartements qui sont livrés sans possibilité d'y mettre une cuisine. Ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui ne cuisinent jamais et qui préfèrent avoir ces 6 mètres carrés, 7 mètres carrés de plus dans leur salon ou une chambre supplémentaire plutôt que d'avoir un espace qu'ils ne valorisent pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai dans énormément de secteurs, le droit et la législation est souvent à la traîne par rapport aux usages et par rapport aux évolutions des mentalités et des usages. Et on le constate sur plein de choses. Là, aujourd'hui, tu parles de division, et c'est vrai que c'est un véritable sujet, mais il y a un autre énorme sujet des mairies, c'est la différence entre le long terme et le court terme. Aujourd'hui, la frontière entre ce qui est de l'hôtellerie et ce qui est de l'habitation, elle est de plus en plus floue. Je suis d'accord. On a des publics de gens qui vont bouger de ville, de métier, tous les 6 mois, tous les 9 mois. Il y a encore précisé dans le PLU de la ville de Paris, alors je sais plus où, mais il faut le farcir, mais il y a écrit à un endroit que toute durée de séjour de moins de 12 mois est considérée comme relevant de l'hôtellerie à Paris. Ouais.
Et en fait, c'est assez comique parce que tu es en train de mépriser ou d'oublier que la totalité des parcours étudiants du supérieur, du secondaire exigent de leurs étudiants des expériences professionnelles qui sont entre 3 et 6 mois. Et la quasi-totalité, ne serait-ce que de ce public, sont des gens qui vont arriver à Paris pour des expériences professionnelles de 6 mois. Quand tu viens bosser le matin à 9h, tu rentres chez toi à 19 le soir dans ton stage, t'es pas là pour faire du tourisme. Non, Mais c'est clair. aujourd'hui, en gros, ce que le PLU dit, c'est que si tu cherches un appartement pour 6 mois à Paris, bah théoriquement, tu devrais relever de l'hôtellerie. Ouais. Ouais, et ça voudrait dire que le bail mobilité, par exemple, ne serait pas applicable. Ouais, alors il y a le bail mobilité, mais il y a le bail étudiant. Le bail étudiant, c'est Et le un bail bail de étudiant. 9 mois. Enfin, il y a plein de choses qui se court-circuitent. Et du coup, on va avoir un empilement entre le droit de l'urbanisme, entre tous les PLU, et ensuite entre la lecture que les élus ou que les services de l'urbanisme vont faire de leur propre PLU, de leur PLUI, de la législation nationale et de choix politiques. Parce que en fait, il faut comprendre c'est quoi le but derrière. C'est que si tu as des infrastructures dans une ville qui ont été conçues pour une certaine densité de population, si tu densifies cette population, si sur une maison qui t'est prévue pour une famille de 4, tu mets 12 personnes, bah en gros, les services de voirie et de la mairie considèrent que ils sont pas aptes en termes de gestion des déchets, en termes de transport collectif, en termes Non, de mais c'est ça l'enjeu, effectivement. C'est ça l'enjeu. Les places de parking, notamment. et tout ça, je peux le comprendre, hein, c'est hyper sain. Mais la vraie problématique aujourd'hui, elle est que malheureusement ou heureusement, enfin, j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça, mais il y aura pas de retour en arrière. Enfin, le sens de l'histoire aujourd'hui dans les villes, c'est qu'on doit accueillir d'ici 2050 à peu près 4 milliards d'êtres humains supplémentaires dans les métropoles. Et en fait, Paris, c'est pas une exception dans l'univers, c'est même au contraire, c'est une des villes les plus densément peuplées du monde. Hmm. Et ça va pas changer. Et le fait est que les gens ont besoin de plus de flexibilité, de mobilité, de pouvoir partir plus simplement de l'endroit où ils habitent, de pouvoir emménager plus simplement aussi. Le fait est qu'ils ont besoin de moins de surface, de mutualisation pour pouvoir habiter dans des endroits sympas, tout en payant moins de mètres carrés individuellement. Il y aura pas de retour en arrière. Donc maintenant, en fait, la question, elle est qui va légiférer, qui va créer un cadre pour éviter Bah, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment, en fait, comment il faut réagir par rapport à ça. Est-ce que j'ai l'impression en fait que chaque cas est différent, chaque opération sera différente en fonction bah, de la mairie de l'urbanisme. En fait, j'ai l'impression que en traversant la rue et en me retrouvant dans une autre ville, la loi n'est pas la même pour tout le monde. Enfin, c'est aujourd'hui ce que je ressens moi de mon côté. Hein. Mais ça, c'est assez vrai. Alors après, en Île-de-France, en plus, ce qui est entre guillemets un peu catastrophique, c'est qu'à Paris, d'un arrondissement à l'autre, on a des situations différentes. Et puis dès qu'on franchit le périph', on a un nombre de communes qui est absolument incroyable et qui crée une complexité législative, réglementaire qui est monstrueuse. Mais ça, c'est une spécificité française. Si tu vas à Berlin où on a des activités, quand tu descends de ton avion à Tegel, t'es déjà à Berlin. Ouais, complètement. Ouais. Et en termes de distance, c'est plus loin que Versailles, tu vois. Donc c'est vrai qu'aussi après il y a un problème de cohérence, mais néanmoins on est dans un état de droit et je pense que on est en fait dans une période transitoire. C'est-à-dire qu'on a des changements d'usage à la fois des propriétaires investisseurs, mais principalement des usagers. Et aujourd'hui, mais comme toujours, hein, comme dans énormément de choses qui relèvent de la vie privée aussi, hein, on a souvent simplement un cadre législatif qui va toujours et systématiquement être à la traîne de ce que font les gens et de ce que veulent les gens. Mais ça finira, à mon avis, nécessairement par se normaliser parce que aujourd'hui, le critère du mètre carré par personne n'est plus, à mon avis, un bon critère pour juger de la qualité du logement ou de l'expérience que va avoir l'usager. En gros, ce qu'on veut éviter, c'est des marchands de sommeil. Ça, Ouais, c'est exactement ça. Enfin, c'est ce qu'ils cherchent à éviter, mais du coup, ils ont voilà. une mauvaise force, enfin, presque une mauvaise définition du marchand de sommeil, quoi. Bah voilà. Et en fait, nous, ce qu'on essaye vraiment d'expliquer, et je pense que n'importe qui peut le voir, hein, j'invite tout le monde à aller par exemple sur notre site. Vous avez la totalité de nos résidences en visite virtuelle. Vous pouvez vous promener dans chacune des unités en visite virtuelle, et c'est exactement comme elles sont.
Aujourd'hui, nous, ce qu'on explique, c'est que on peut avoir un logement de 15 mètres carrés avec des parties communes super accessibles, de bien meilleure qualité qu'un logement insalubre qui en fait 40. Et du coup, on a une vraie problématique, c'est que même dans l'ambition du législateur et de l'élu de faire des politiques d'encadrement des loyers, de faire des normes là-dessus, très souvent le critère de jugement va être lié au mètre carré, à la surface. Et en fait, c'est pas un critère qui va permettre d'appréhender la qualité d'un logement. C'est un des critères, mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas du tout de critères qui va permettre d'évaluer la qualité des espaces partagés. On n'a pas de critères qui va permettre d'évaluer de la qualité des équipements qui sont fournis, de la qualité de la performance économique, thermique, sonore. Ou sur lequel, en fait, parfois, moi, je préfère avoir un 15 mètres carrés flambant neuf où j'entends rien, qui est super meublé, super optimisé, bien chauffé, plutôt qu'un 100 mètres carrés insalubre avec du filtrage, où je peux pas dormir la nuit et où j'ai des cafards, quoi. Et ça, c'est une vraie problématique, à mon avis, sur laquelle on va être confronté dans les années à venir. Mais on parle à beaucoup d'élus, on parle à beaucoup de politiques, on parle à énormément de gens qui travaillent en urbanisme. Tout le monde en est conscient. Hein. Par contre, la question, c'est de savoir comment on fait demain. Oui, complètement. Et puis bon, voilà, la problématique, si tu veux, c'est quand tu commences à avancer sur un projet que, en général, l'urbanisme arrive quand t'es en plein travaux, quoi. Ils arrivent pas avant. Hein. Ils arrivent quand tu es en train de construire tes unités de vie, tes chambres, etc. Et puis ils arrivent en plein milieu du projet. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment gênant dans le développement, quoi. Écoute, nous en plus on a une expérience internationale. Et par exemple aujourd'hui, dans des villes comme Bruxelles ou comme Berlin, l'aménagement intérieur de tes unités peut être soumis à permis de construire. C'est-à-dire qu'à Berlin, si tu décides, alors que tu es propriétaire de ton appartement, de mettre ta cuisine dans une nouvelle pièce et de transformer ta cuisine en salle de bain, c'est un permis. Faire comme tu veux. Alors je simplifie à l'extrême, hein, il y a beaucoup de critères qui permettent d'y rentrer ou pas, mais néanmoins c'est un permis. Aujourd'hui en France, on a quand même un avantage relatif, on va dire, c'est que souvent on considère que ce qui se passe à l'intérieur, ça te regarde. Ouais. Mais assez rapidement, on va arriver sur ce grand sujet de la division parcellaire que tu as évoqué, de la division pavillonnaire et ainsi de suite. Et en fait, du coup, on a un effet que je trouve extrêmement pervers, qui va être que, ok, donc vous considérez que si je donne à chacun une kitchenette, une salle d'eau, je divise. Par contre, si je fais une chambre juste avec une fenêtre, je ne divise pas, puisque il y a une seule cuisine, deux salles de bain dans toute la maison et un salon. Bah non, là vous divisez pas, ça reste une maison. Donc en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que si on veut quasiment ne pas avoir de problème, en fait, il faut fournir moins de prestations aux usagers. C'est ça. C'est-à-dire, à partir du moment où tu leur donnes moins de salles de bain et moins de cuisine, donc en fait, tu leur donnes quelque chose qui est moins bien, en fait, on peut rien te reprocher parce que tout ce que tu as fait, c'est mettre plus de personnes dans une maison. Et ça, pour le coup, il n'y a aucune loi qui t'empêche si tu es un couple et que tu décides d'avoir 10 enfants et de vivre dans ta maison, jusqu'à oui, c'est ton droit. Voilà, on peut pas arriver chez toi et dire que vous êtes trop nombreux, quoi. Et de la même façon avec la colocation, on est dans ce genre de situation. Mais du coup, nous, on essaye un peu de se bagarrer contre ça parce que l'effet pervers, c'est que, alors qu'on essaye de fournir plus aux usagers, de leur améliorer leur expérience, parfois, en fait, t'as l'impression que si tu veux pas de problème, il vaut mieux leur fournir moins. Et ce qui est complètement antinomique. De la même façon, je pourrais en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, on a un empilement notamment de normes. Nous, on fait beaucoup de grosses opérations, on fait des immeubles, énormément d'immeubles, et notamment des immeubles où on va transformer des immeubles de bureaux totalement obsolètes, qui sont vacants depuis parfois 20 ans en Île-de-France, alors qu'on a un vrai problème de logement. Nous, on part dans une logique de se dire, en fait, on arrive à créer une seconde vie à ces immeubles en les transformant en logements, parce que des plateaux de bureaux qui sont très peu adaptés pour faire du logement familial, souvent parce qu'ils sont trop larges, parce qu'il y a plein d'espaces qui sont borgnes et sans fenêtres. Ouais. En fait, en co-living, ça marche assez bien. Parce que on va mettre les chambres sur le pourtour et sur le noyau central, nous, on sait faire en fait des salles de cinéma, des espaces de travail, des laveries, des espaces de jeu, des espaces de stockage, des salles d'eau,
ce que tu peux difficilement faire dans des logements familiaux. Personne n'a envie d'avoir une salle de télé sans fenêtre quand tu achètes un appartement à Paris. Par contre, quand tu mutualises avec 80 voisins, ça a du sens. Donc nous, on arrive vraiment à créer un peu une seconde vie sur ces projets. Et en fait, c'est assez triste, je trouve, parce que pour moi, ça va vraiment dans le sens de l'histoire. C'est des bureaux, ils sont pas loués depuis 20 ans. Donc, c'est qu'il y a plus de marché, ils sont obsolètes. Nous, on arrive à créer un modèle économique qui permet d'attirer de nouveaux investisseurs et on sait qu'ils existent, les locataires, pour ces localisations et qui sont prêts à louer et qu'ils ont besoin de logements. En fait, on va avoir de telles contraintes sur le changement de destination, sur la création d'un certain pourcentage de logements sociaux, sur les normes de sécurité. Les normes de sécurité, c'est dingue, mais nous, on a des immeubles où on va nous imposer la présence de SIAP, c'est-à-dire d'agents formés à la sécurité incendie 24 heures sur 24 dans l'immeuble. C'est ça, comme les IGH, comme les IGH, les immeubles de grande hauteur, ou ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'argent magique, quoi. Et en fait, si ton immeuble, il a une valeur de marché, pour que ton opération, elle tourne, chaque euro que tu devras dépenser en charge, chaque euro que tu vas devoir dépenser en travaux supplémentaires, chaque euro que tu vas devoir dépenser, sacrifier en faisant des logements sociaux, c'est, in fine, l'occupant, l'usager du logement libre qui finira par le payer dans son loyer. Et aujourd'hui, quand tu dois avoir 3 équivalents à temps plein SIAP, et ben en gros, on est en train de parler d'un surloyer qui est de l'ordre de 100 à 200 euros par mois pour un locataire de l'immeuble. Mais pour une valeur ajoutée qui aujourd'hui, entre guillemets, elle est nulle parce que cet agent, il va pas prendre tes colis, il fait pas ton ménage. Oui, c'est pas la concierge, quoi. C'est pas le concierge. Et paradoxalement non plus, c'est assez difficile de l'accepter parce qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des immeubles collectifs non IGH en Ile-de-France, il n'y a pas de sécurité incendie. Non. Du coup, en fait, on a une problématique qui fait et qui explique pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'opérations de conversion d'immeubles de bureaux en résidentiel. Mais parce que cet empilement de normes fait que l'opération, elle n'est pas viable économiquement. Alors que sur le papier, elle devrait l'être. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste. Aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'il y ait des hommes politiques qui tiennent, qui portent ce sujet des problématiques de logement. Parce que les opportunités dans les zones tendues, et notamment en Ile-de-France, elles sont partout, mais partout. Franchement, montez dans une voiture, prenez un vélo, prenez ce que vous voulez, traversez le périph', promenez-vous. Des immeubles vacants, des terrains vagues, des sites inoccupés, il y en a absolument partout. Ah, il y en a plein. Il y en a partout. Vraiment, ma question, c'est quand on parle de surenchérissement de la vie, quand on parle de problématiques d'accès au logement ou ainsi de suite, c'est vraiment qu'est-ce qu'on attend en fait. Pourquoi est-ce que ces opérations mettent 10, 15 ans à les sortir? Pourquoi est-ce qu'on a un tel empilement de normes qu'en fait, même quand on finit par les sortir, le loyer final est à ce point cher pour l'occupant? Vraiment, c'est un message, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à simplifier, mais aussi, par contre, ne pas libéraliser à l'extrême. Le combat contre les marchands de sommeil, il est sain, il est bien. Il faut quand même s'assurer que derrière, on a un logement de qualité et on a un logement qui est salubre, qui est agréable, qui est lumineux, qui est tout ce qu'on peut être. Mais voilà, moi je pense que les normes, elles devaient être sur ce terrain-là et que par contre sur le reste, il faudrait vraiment lâcher la bride. Ouais, non, mais il y a plein. Je suis entièrement d'accord avec ça. Nous, il y a quand même chez Imostis, il y a plein de projets en fait qu'on ne peut pas proposer à nos clients parce qu'à un moment donné, on est confronté à une problématique. Je pense notamment à une problématique de stationnement. Alors ça, c'est le pire. Enfin, c'est tout le temps. Quand tu crées un logement, tu dois avoir la place de parking. Tu dois, créer tant de logements de plus de tant de mètres carrés. Donc ça te plombe complètement ton BP. Enfin, c'est pas jouable, quoi. Alors que tu sais pertinemment que tes locataires, ils vont se déplacer en transport en commun, en vélo, en trottinette électrique, enfin bref, peu importe, mais tout sauf en voiture. Et tu te rends compte que c'est pas ça, tu vois, c'est pas adapté, quoi. C'est plus adapté. Alors là, je peux que être aller dans ton sens. Alors aujourd'hui, on a une politique internationale. On parle quand même des accords de Paris, de changer le monde, de réduire l'impact sur le climat de nos activités. Tout le monde sait que le transport individuel est un énorme facteur, un poids titanesque là-dedans.
et qu'il faut réduire la place de la voiture. Toutes les politiques des grandes villes aujourd'hui essayent de piétoniser les centres-villes, de renchérir le coût du stationnement, d'augmenter les tarifs des hydrocarbures par des taxes, d'augmenter des taxes tout court à l'acquisition d'une bagnole. Tout est fait dans ce sens-là, et je suis hyper d'accord avec toi. Quelle est la cohérence aujourd'hui d'être dans des territoires qui sont collés contre Paris, hein. On parle pas du tout de zones périurbaines, de zones à la campagne, de petites villes où la voiture est nécessaire, hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Je parle vraiment d'endroits où Ouais. on est. Moi, j'ai des sites où on est à 200 mètres d'une station de métro, pas de RER, hein, de Ouais, de métro, métro. Ouais, ouais. et où on nous impose une place de parking par occupant du site. Et vraiment, mais ma question, c'est quelle est aujourd'hui la cohérence par rapport à ça, et une statistique, parce que nous, on a la chance d'avoir un petit parc, hein, qui grossit doucement. On a Ouais. à peu près 400 locataires en place. Mais en fait, on a eu beaucoup plus de ces locataires. On a un turnover qui est entre 6 mois et 1 an et demi en fonction de nos sites. Donc en gros, depuis qu'on est en activité chez Colonize, on a eu, je pense, à peu près, je sais pas, 1500 locataires, je pense, à peu près, Hmm. sur notre parc. Bon, demande de place de parking depuis qu'on a créé Colonize en 4 ans. Ouais, je pense que ouais, enfin c'est une donnée, elle est horrible celle-là. On en a eu une seule. C'est quelqu'un qui venait de province et qui s'installait en Île-de-France et qui nous a demandé si elle pouvait utiliser la place de parking pour son véhicule. Ouais. Une seule demande. Et au bout de 2 semaines, elle a ramené la voiture chez sa mère. Elle a dit que de toute façon, elle l'utilisait pas. Donc c'est vraiment encore une fois, je trouve un exemple où on a les normes qui se fracassent sur le réel, quoi. C'est des populations qui ne veulent pas de voiture, et pourquoi aujourd'hui mettre des bâtons dans les roues à la création de logements alors qu'on sait qu'il y a un vrai besoin sur l'accès au logement par cet argument de la place de parking. Vraiment, je peux que abonder dans ton sens. Ouais, complètement. Et du coup, dans votre business plan, j'imagine que bon, c'est pareil que pour tout le monde et pour pareil que nous, c'est des fois quelque chose qui vous empêche de vous positionner, enfin de dire oui à des opportunités, de réaliser l'opération. Moi, j'ai pas les statistiques en tête, hein, mais oui, il y a des opérations qui sont plantées par une nécessité de place de parking. Nous, on l'a, mais même sur des grosses opérations. Alors moi, je pense plus là pour le coup à des immeubles qu'à des pavillons. On a des immeubles aujourd'hui. Alors par exemple, le Luxembourg, où on a des opérations aujourd'hui en développement là-bas. Alors le Luxembourg, pour le coup, c'est le seul pays au monde, je crois, ou en tout cas en Europe, où vous avez plus de voitures que d'habitants. Hmm. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a 1,2 voitures par habitant au Luxembourg, quelque chose comme ça. Mais je peux vous dire que la place de la voiture là-bas, elle est vraiment prépondérante. Et aujourd'hui, on a des vraies problématiques pour expliquer que parmi notre cible, il faut absolument qu'on ait l'autorisation de réduire la place de parking parce que la construction en infra, donc les parkings souterrains, Ouais. dans un immeuble, c'est ce qui coûte le plus cher. Et plus vous descendez, plus ça coûte cher. À la limite, un -1, c'est juste les fondations, mais dès qu'on rajoute un niveau, c'est une envolée des prix, mais titanesque, et qui va du coup avoir un impact sur chaque mètre carré, hein. Bien sûr. Et en gros, nous, vraiment, on est dans des obligations. Alors, on y arrive, hein, mais c'est énormément de persuasion, c'est beaucoup de travail. Mais de réussir à démontrer qu'aujourd'hui, sur notre population cible, on a un taux d'équipement en véhicule qui dépasse pas les 10%, et que par contre, l'impact sur le loyer mensuel du troisième étage en infra de parking va avoir un impact de l'ordre de 150, 200 euros de loyer par mois supplémentaire pour un service non utilisé. Voilà, on est obligé de vraiment d'y arriver avec des Excel entiers, des analyses de marché, des sondages précis. Il faut vraiment comprendre aujourd'hui que l'urgence pour les jeunes, elle est d'avoir un super Un toit logement au-dessus de qui sa tête. peut se Ouais. payer, et pas de savoir s'ils vont garer une voiture qu'ils n'ont pas encore et qu'ils n'auront probablement jamais, hein. Et d'autant que des solutions existent, hein. Alors sur les pavillons, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous regardez vous, mais nous sur nos opérations, on pense vachement par exemple à la mutualisation de véhicules. Aujourd'hui, le peu de gens, je vais pas exagérer, c'est pas le peu, mais c'est vrai quand même qu'il y a un taux de trentenaires sans permis de conduire qui a quand même vachement augmenté par rapport aux générations précédentes, parce qu'il y a pas mal de gens Bien qui sûr. arrivent à vivre leur vie avec le train, l'avion, le métro, le vélo et ainsi de suite, quoi. Bon.
Néanmoins, il y a quand même beaucoup de gens qui ont leur permis et qui utilisent la voiture. Mais en fait, on se rend compte que l'utilisation d'une voiture aujourd'hui, elle est plus faite pour aller au bureau et revenir le soir, ni pour faire les courses. La voiture Non, oui, aujourd'hui, elle est faite pour partir en week-end avec des amis, voir sa famille, pour partir dans des endroits où c'est peu accessible en train, pour avoir la liberté d'aller en Île-de-France visiter le parc du château de Versailles ou d'aller faire du wakeboard dans les étangs de Cergy. C'est difficile d'y aller en RER. Voilà, la voiture là, c'est une vraie solution. Donc les gens aujourd'hui se reportent sur du Blablacar, sur du Drivey, sur toutes ces marques de mutualisation de véhicules, hein, même des loueurs traditionnels de véhicules, et ça fait beaucoup de sens parce qu'en fait, qui va payer une bien sûr. voiture aujourd'hui qui va te coûter de l'assurance, une place de parking, le leasing, le machin et tout, alors que tu l'utilises une fois tous les 2 mois. Bah alors du coup, nous, notre analyse, elle est très simple, elle est proposons à nos occupants la mutualisation d'une flotte de véhicules sur site, qui peuvent être d'ailleurs propres, hein, on peut acheter des véhicules plus chers, hein, on peut aller acheter des Bien sûr. Tesla du coup, et on va leur proposer d'avoir soit un nombre d'heures par mois utilisables, soit ils vont payer à la location, soit ce sera compris, voilà, tous les modèles sont possibles, mais du coup, comme tout, plutôt que d'avoir une voiture qui roule, je crois, dans les statistiques, 2% de sa vie, je crois, C'est une ça. voiture, C'est elle ça. est, elle est Elle est parquée 98% garée, 98% de sa vie, voilà, ouais. et 2% de son temps elle roule. Hmm. Bon, alors on va peut-être pas arriver d'un un modèle des avions où les avions normalement c'est le contraire, ils doivent être en l'air 97% de leur vie et 3% cloués au sol. Mais voilà, avoir peut-être une voiture qui va rouler 10, 15, 20% de sa vie et pas 3%. Et du coup, moins de places de parking, moins de ressources, des véhicules qui peuvent être plus verts, plus propres. Et puis surtout, on redonne du pouvoir d'achat aux utilisateurs, hein, qui vont uniquement payer à l'usage et pas avoir des frais fixes démentiels d'équipement pour une utilisation qui est complètement parcellaire. Ouais, ouais, complètement. Bah, même si tu regardes bien, se partager une Tesla même à 12 personnes, c'est quoi un loyer Tesla, c'est 600 € par mois à peu près, donc ça fait ouais, c'est 50 € par mois. Même, tu vois, en faisant un calcul bête comme ça, c'est quand même quelque chose qui est presque raisonnable, quoi. Ouais, complètement. Et avec quelque chose un peu haut de gamme. Enfin, de toute façon, le partage, je pense qu'aujourd'hui tout le monde y croit. Et puis effectivement, on est sur l'usage et non la détention. Ça a plus de sens, quoi. Alors, moi, je reste convaincu que dans l'idéal, si tout le monde pouvait être propriétaire d'un 90 mètres carrés au plein Paris, je pense vraiment que la grande majorité des gens le feraient. Et qu'il n'y a pas énormément d'idéologie fondamentale ancrée en toi qui dit je suis profondément contre la propriété immobilière et je veux être locataire à vie. Je pense qu'en grande moyenne, si c'était possible et abordable, les gens le feraient. Euh, En fait, la problématique, elle est simplement que aujourd'hui, tu achètes ton premier bien, ta résidence principale dans les grandes villes en France, quasiment 10 ans plus tard que la génération précédente. C'est juste le marché. C'est les réalités, c'est des contraintes. Donc la question, elle est, on a du coup une génération entière, maintenant une deuxième génération, hein, la génération suivante qui arrive sur le marché et qui va être condamnée, entre guillemets, à être locataire 5 ans, 10 ans, 15 ans de sa vie avant de réussir à acheter quelque chose. La question justement, elle est d'être sûr que cette période-là, ça va être juste, c'est-à-dire des logements bien situés, de qualité et abordables, c'est-à-dire pas avec un coût disproportionné par rapport à leur usage. Et pour ça, moi je suis convaincu, mais vraiment profondément convaincu, et c'est vraiment pas un discours marketing, c'est aussi quelque chose qui nous anime hein, dans la boîte. On reste convaincu que la mutualisation de un et de deux, le fait d'avoir un opérateur qui est garant de l'expérience, c'est vraiment une excellente solution par rapport à ça. Et ce que tu viens de dire sur la mutualisation rend le haut de gamme possible, moi j'y crois énormément. Aujourd'hui, nous on achète du mobilier qui est cher. On a des matelas qui coûtent à peu près 1000 à 1100 € chacun en prix Ouais. public. C'est ça Hôtellerie, qu'on enfin qualité équipe, hôtellerie, quoi. qualité hôtellerie, c'est ça qu'on équipe chez nous. Et en fait, la logique, elle est qu'à partir du moment où nous, on est prêt à vraiment mettre le prix upfront pour avoir un équipement qui est là pour durer, 7 ans, 8 ans d'amortissement avant d'être changé, et ben en fait, on peut se permettre de fournir du coup à nos usagers de l'équipement qui ne se paierait jamais. Aujourd'hui, si toi, tu as 26 ans et tu dois meubler ton T2 ou ton studio,
Tu ne vas pas acheter le tu vas matelas chez Micromal. Ikea et puis c'est tout. Tu vas acheter le premier prix chez Ikea et si t'es vraiment bien, tu vas peut-être acheter le deuxième prix pour te faire plaisir. Mais tu vas pas Ouais. partir sur le haut de gamme. Et en gros, c'est ça aujourd'hui qu'il faut quand même vraiment intégrer dans notre réflexion par rapport à l'écologie. Je pense qu'il faut qu'on change un peu de logiciel et il faut quand même progressivement qu'on se dise que tout ce qu'on achète, il faudrait à minima que ce soit capable de durer un peu. Parce que le tout jetable, le fait d'acheter un matelas de merde, qui est probablement fabriqué à l'autre bout du monde, qui est ramené, qui va être occupé par un ou deux locataires, qui du coup va pas durer, il va s'affaisser, il va devenir dégueu, tout ce que tu peux imaginer. Le fait est que au bout de 3-4 ans, eh ben, il va finir en bas de chez toi pour aller aux encombrants et il va aller pourrir dans une décharge ou partir à l'incinérateur. On peut plus aujourd'hui se permettre ce genre de truc. Et l'électroménager, c'est exactement pareil. Nous, aujourd'hui, l'électroménager qu'on fournit dans nos résidences, c'est du semi-pro. C'est des machines de linge qui vont coûter 1500 euros et qui sont garanties quasiment sur une décennie et qui sont réparables. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, le public de ces machines, c'est des hôteliers, c'est des gens qui ont besoin de ces machines et qui sont sursollicités. Aujourd'hui, aller acheter une machine tout premier prix dans des chaînes de grande distrib, et on le connaît, hein, qui ont des durées de vie de 2 ans et demi, moi, je pose vraiment la question, c'est est-ce qu'on peut encore se le permettre, quoi. Ouais. Et je pense que le fait de se dire plus de personnes vont l'utiliser, du coup on peut payer plus cher, et le fait de se dire qu'il y a un opérateur. Et un opérateur, ça veut dire qu'il y a un garant et qu'il y a quelqu'un qui est là avant toi et qui est là après toi et qui fait qu'il y a une continuité de la qualité de l'expérience, du renouvellement des pièces, de l'entretien et qu'il y a un vrai modèle qui permet l'amortissement sur 8 ans. Ça permet ce genre de situation. Parce qu'aujourd'hui, un locataire qui a moins de 30 ans, il y en a, la durée moyenne de séjour dans un appartement, elle est aux alentours de 1 an et demi quand t'as pas encore la trentaine. Donc autant te Hmm. dire être dans des plans dans ta tête de te dire je vais acheter quelque chose 4 fois plus cher, mais en fait je ne perds pas d'argent parce que je vais l'amortir sur 8, alors que tu Ouais. sais même pas où tu vas bosser et où tu vas vivre dans un an, ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Ouais, complètement. Et du coup, bon, dans les faits, si je comprends bien, donc c'est une question que j'avais. Le SAV sur, par exemple, Fontainebleau qui tourne depuis un petit moment. Qu'est-ce qui pète plus que d'autres? Enfin, je sais pas. Peut-être les machines à laver, a priori non, mais le four, a priori non. Mais t'as des choses que tu dois quand même remplacer. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'améliore. Il y a peut-être des choses sur lesquelles peut-être vous avez. Il y a plein de choses. Donc nous on a l'énorme avantage, là encore, d'être opérateur et de commencer à avoir du track record, hein, puisque nos premières opérations, elles ont plus de 3 ans d'exploit, c'est que ça nous permet d'emmagasiner en fait du savoir. Ça nous permet d'emmagasiner des best practices, ça nous permet d'emmagasiner aussi des choses qu'on ne veut plus faire parce qu'elles ont montré qu'elles n'étaient pas pertinentes. Ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, chaque nouveau site qu'on va ouvrir, en fait, il est capitalisé sur des années d'expérience et de retour sur Ouais, investissement, de complètement. retour sur projet, de retour sur organisation des espaces. Et donc, j'ai énormément d'exemples à te donner, par exemple Ouais, mais sur ouais, tout c'est justement, simplement. t'as un exemple un truc que tu mettais avant, que tu mets plus maintenant parce que tu sais que ça pète, ça marche pas ou. Par exemple, dans les espaces communs et notamment les cuisines partagées, tu vois, on évite vachement de mettre du parquet en fait. On est vachement plus sur du carrelage. La qualité des joints aussi des espaces, des salles d'eau. Aujourd'hui, dans notre design, on a changé notre design. On va éviter de mettre des joints blancs parce qu'en fait, ils sont hyper salissants et qu'en fait, t'as des super beaux joints colorés ou des joints noirs qui vieillissent bien mieux. On va vachement regarder comment s'ouvrent des portes de douche. C'est des détails tout bêtes, mais en fait, une porte de douche qui s'ouvre dans un sens ou dans l'autre, Ouais, ça change tout, bien sûr. ça change tout. Sur la pérennité de ta salle de bain, c'est simplement des gonds différents sur des portes qui, à tarif équivalent, sont à peu près 3 fois plus silencieux. Et en fait, pour le même investissement, tu vas avoir une expérience sonore complètement différente parce que tu as quelqu'un qui va pas entendre une porte claquer toute la journée à 10 mètres de son lit. Donc c'est des tonnes de choses. Alors après, néanmoins, j'aimerais le nuancer. On reste sur de l'humain. Et le résidentiel, c'est peut-être de tous les secteurs d'investissement le secteur le plus dépendant de l'humain parce que l'utilisateur final, c'est quelqu'un qui passe en moyenne 12 heures par jour chez lui
Et alors là, on n'aurait jamais cru, mais j'aimerais avoir les stats en 2020, mais à mon avis, on doit être pas loin des 20 heures en moyenne sur l'année qu'on a passé chez nous, entre le télétravail, les confinements successifs, l'impossibilité de partir en vacances, de fêter ou ainsi de suite. Ça doit être incroyable le nombre d'heures qu'on a passé chez nous cette année. Et du coup, tout le monde est différent. Et on se rend compte quand même qu'il y a des usages qui sont différents. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que non seulement on est sur des individualités, mais du coup, on est sur des communautés différentes. Et là, on va rentrer dans le champ de la communauté, qui pour nous est hyper important, parce que vu qu'on est quand même l'étape, on va dire, un peu après la coloc, hein, on est quand même sur des gens d'une dizaine, douzaine de personnes, souvent dans nos petites communautés, dans nos unités de vie. En fait, on se rend compte qu'on va assister régulièrement à des mises en place de rituels et à des usages qui sont très différents. C'est vrai que la question qui est évidente, je me dis, mais comment tu peux faire cohabiter une dizaine de personnes qui ont une vie différente, qui ont un parcours différent, qui ont des centres d'intérêt différents, qui ont, enfin, tu vois, c'est vrai que il y a des profils qui sont faits pour matcher et d'autres tu peux pas matcher avec des gens, quoi. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est plus d'espace. Et notamment plus d'espace privatif. Oui. C'est que ça, c'est vraiment la base du modèle. C'est que pour arriver à ce genre de personnes, on ne fera, à mon avis, jamais une coloc de 10 avec 2 salles de bain et un salon cuisine. C'est pas possible. Et ça ne marche que s'il y a un nombre très conséquent d'appartements autonomes ou alors plus de salons cuisine et surtout le maximum de salles d'eau, quoi. Vraiment, ça, j'insiste. C'est qu'il faut que les gens puissent être indépendants les uns des autres sur tout ce qui est nécessaire. En fait, comme on disait au début, c'est pour éviter les frictions un peu de base en gros, t'es dégueulasse, la salle de bain elle est crade, tu m'as piqué mon jus d'orange. Ça, vraiment, on va éviter ça grâce à plus d'espace. Ensuite, il y a plus de services. C'est-à-dire que nous, chez Colonize, on prend de notre côté l'organisation de sortir les poubelles, de faire 2 passages de ménage par semaine, donc ce qui évite tout dérapage. Le remplacement de tout ce qui est électroménager, l'entretien de tout ce qui se casse, machin et tout, c'est de notre côté aussi, ce qui veut dire qu'une panne, elle n'est pas censée durer longtemps, on est censé être réactif, on est censé vraiment être à ISO performance ou ISO, on va dire, qualité de service pour nos occupants. Et ensuite, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que même malgré tout ça, on va avoir une question de matching de personnalité, et nous, on se rend compte avec le recul qu'il y a des choses qu'il faut pas faire. Donc, par exemple, mettre des étudiants avec des actifs, c'est pas une très bonne idée. Et ça se passe pas hyper bien. On a eu des retours sur des résidences, de rythmes de vie qui sont pas les mêmes, avec des étudiants qui vont être plus bringueurs en semaine, qui vont recevoir du monde, qui vont un peu déranger les autres, qui veulent vraiment se reposer quand ils sont chez eux. Ouais. On a des retours aussi de comportement face à des risques, par exemple sur le Covid, qui sont pas identiques, avec des perceptions de risque qui vont être très différentes entre quelqu'un qui va être actif, qui va être plus âgé, et quelqu'un qui a 19 ans et qui vient d'avoir le bac et qui a qu'une envie, c'est de s'éclater. On a des différentiels de mentalité. On a aussi des choses par rapport aux nationalités et aux langues. Nous, on a énormément d'expatriés dans nos résidences. Mettre un expatrié dans une unité de vie avec 9 francophones, c'est pas cool. Ouais, il va t'exclure. C'est pas cool parce que, les Français sont les pros entre Français, on parle français. Si t'es avec 8 Allemands et que tu parles pas allemand, ils vont tous se mettre à parler anglais. Les Français vont pas ça. Du coup, en gros, c'est tout bête, mais si t'as quelqu'un, un profil qui est pas francophone, bah, il faut réussir à lui trouver une unité où il y a d'autres personnes dans son cas pour réussir à forcer la communication ou ainsi de suite. Et après, bien entendu, on est quand même sur des communautés humaines avec des gens qui sont de profils différents, d'origines différentes, de religions différentes, d'âges différents. Donc, la base de la base, et c'est quasiment absurde, tu vas trouver que je le dise, mais non, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est attentif, c'est quand même de vérifier que les gens sont conscients de ce qu'ils vont avoir et qu'ils le veulent. Parce qu'en fait, on est dans un marché qui est tellement tendu sur le résidentiel que parfois on a des gens qui sont prêts à tout juste pour avoir un logement, une unité où dormir, un toit, quoi. Et en fait, il faut quand même être conscient que quand tu viens dans un co-living, dans une coloc, tu vas aussi avoir la communauté derrière. Et ça, c'est quand même hyper important de vérifier que les gens qui viennent chez toi, ils veulent cette expérience et qu'ils sont demandeurs là-dessus, sur ce terrain. Et comment tu les castes? Enfin, parce que c'est presque un casting, si tu veux.
Imaginons Fontainebleau, tu dois remplacer un colocataire, il doit se faire enfin en général, j'imagine même qu'il doit être t'en as un nouveau qui revient un peu naturellement parce que t'as toujours un colocataire en place qui connaît quelqu'un qui aimerait vivre l'expérience coloniste, donc ça doit peut-être arranger les choses. Est-ce qu'il doit être validé par l'ensemble des autres colocataires ou c'est vous qui faites le choix et qui imposez tel colocataire? Parce que c'est pas évident, hein. Aujourd'hui, on fait le choix en interne et on l'a toujours fait. Parce qu'à partir du moment où nous on se porte garant entre guillemets de l'expérience qu'on va avoir chez nous, bah, la communauté des gens qu'il y a chez nous, d'une certaine façon, elle est partie de l'expérience et du coup on estime qu'elle est de notre responsabilité. Ça permet aussi du coup d'être une espèce de garant, pas d'arbitre, mais voilà, le jour où ça se passe mal, ça permet aussi d'arbitrer et d'assumer le fait qu'on ait choisi telle ou telle personne et surtout d'essayer de régler les conflits. À partir du moment où tu cooptes, moi, je trouve vraiment que ça donne une espèce de hiérarchie interne. Si t'es dans une coloc de 4 et que t'es le 5e et que tu dois convaincre les 4 de rejoindre la coloc, entre guillemets, t'es un peu moins chez toi que eux quand t'arrives. Et nous, ça, c'est pas normal. Tu payes le même loyer, tu arrives, t'as la même qualité d'expérience. C'est pas parce que quelqu'un est là depuis un an qu'il est plus chez lui que toi qui viens d'arriver. Et justement, moi, je trouve ça sain que ce soit pas de la responsabilité des occupants en intérieur. Par contre, ce qui veut pas dire qu'on peut prendre n'importe comment les gens qui se présentent. Il faut quand même éviter les erreurs de casting, on va dire. Donc déjà, bon, de un, nous, on est irréprochable et ça, je pense qu'il faut quand même être hyper attentif là-dessus sur toutes les problématiques de discrimination. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose sur lequel ça vaut le coup de le répéter dans le podcast. Mais nous, ça va être même plutôt le contraire. C'est que la diversité des genres, la diversité des profils, des origines ou ainsi de suite, c'est quelque chose qu'on va plutôt valoriser de base pour pas avoir des colloques avec 10 clones. Mais ensuite, à côté de ça, voilà, bah, ça va être vérifier le match entre notre offre et la personne. Donc en fait, du coup, c'est une espèce de double casting. Déjà, il faut quand même vérifier que la personne, elle est consciente de ce qu'elle va avoir, que l'espace lui plaise, qu'elle soit consciente de la localisation, des services, du pricing. Donc déjà, c'est à elle aussi de voir si elle a envie d'aller plus loin dans cette démarche. Et ensuite, pour nous, de vérifier que le profil est cohérent avec ce qu'on recherche, que le profil est intéressant. Et puis, je vais pas non plus me cacher derrière mon petit doigt, de vérifier que le profil est solvable. On est sur un modèle économique où notre boulot, c'est de toucher des loyers. Donc, on doit vérifier que nos locataires vont bien nous payer. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a jamais eu d'impayé chez Colonize. Jamais. C'est beau. Et on a énormément diminué nos critères de sélection par rapport à ce qui se fait avec un bailleur classique. Vous pouvez venir chez Colonize sans CDI. Vous pouvez venir chez Colonize sans gagner 3 fois le loyer. Vous pouvez venir chez Colonize sans avoir un garant de papa-maman. Et on est beaucoup plus flex que d'autres bailleurs par rapport à ça, et on est beaucoup plus à l'écoute de ce que les gens vont nous dire. Mais ça fait partie du process. Ça va être de nous demander, on va leur demander, démontrez-nous simplement que vous êtes en capacité de nous payer le loyer, mais on accepte tout type de documents. On a eu des levées de fonds, on a eu des gens qui étaient au chômage, mais qui avaient levé quelques fonds pour lancer leur boîte, mais qui avaient choisi pour l'instant de ne pas se payer. On a eu des gens qui étaient freelance et qui nous ont tout simplement montré, moi j'ai signé 3 gros clients il y a 2 mois, voilà mon chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois et voilà ce que je prévois de faire. On a des gens qui sont en CDD et qui nous disent droit dans les yeux, écoutez, moi je vais pas vous mentir, je suis là en CDD, mais moi je repars dans 6 mois. Moi j'ai besoin d'un logement pour mon CDD, mais après je repars à Lyon, à Marseille, je ne sais pas où. Donc transparence la plus totale. Non, c'est cool de pouvoir parler avec. Tu sais, c'est un peu. Mais en fait, nous, on vient quand même d'une génération où on le sait. Enfin, moi, j'ai menti, je pense, 3 ou 4 fois quand j'étais stagiaire, quand je cherchais un logement à Londres, à Paris, en expliquant à mes bailleurs que non, je voulais rester ici, que j'allais au moins être là pour 2 ans ou ainsi de suite, alors que dès le début, je savais que j'allais partir dans 5 mois. Mais j'avais une donnée là-dessus d'ailleurs. Je crois que le quart des dossiers de location sont faux en fait. Il y a un truc qui va pas. Tu vois, il y a un truc qui cloche dedans. Il va te mentir, tu vas lui mentir, sinon tu sais que tu n'auras pas le logement. Et oui, je sais, mais c'est le problème. Les feuilles de paye sont truquées.
Il paraît que notamment chez les freelances et chez les gens qui sont à leur compte, c'est un sport national de passer par la case Photoshop pour truquer ses feuilles de paye. Il y a même un site qui existe et qui pour 5 euros vous génère des fausses feuilles de paye. Nous, on n'est pas dans cette démarche. On est dans une génération où on sait que le CDI n'est pas, entre guillemets, la norme. Aujourd'hui, la création d'emplois en Ile-de-France, à plus de 60%, elle est hors CDI. Elle est stage, CDD, freelance, auto-entrepreneur. Donc, exclure ces gens du marché du logement, c'est de se mettre le droit dans l'œil. Et j'estime que c'est même un devoir, une mission de service public. On fait du logement, on est aussi là pour loger ces personnes. Donc déjà, il faut les écouter et être disponible pour eux. Et ensuite, même ceux qui sont en CDI, bah moi je préfère quelqu'un qui me dise la vérité, qui me dise bah écoute, moi je suis diplômé d'une école d'ingénieur de province, je viens d'arriver en Île-de-France, je cherche du boulot ou je viens d'avoir une offre d'emploi, je commence dans 1 mois, mais oui, je vais être en période d'essai pendant 3 mois, peut-être même 6 mois si elle est renouvelée, et j'ai besoin d'un logement. Et moi je trouve que c'est un bon profil. Quelqu'un qui est diplômé d'une école d'ingé de province, qui est arrivé, qui a signé son contrat de travail et qui commence, pour moi, c'est un bon profil. Mais pour un bailleur classique, c'est vrai qu'il a 9 chances sur 10. Il aura pas de garantie, il aura pas assez de garantie parce il passera pas, quoi. Ouais. Et pareil sur la solvabilité, on sait qu'en moyenne, les gens exigent 3 fois le montant du loyer. Mais en fait, il y a un moment, il faut quand même être conscient que quasiment personne en Île-de-France de moins de 30 ans touche 3 fois le montant de son loyer. Hein. Enfin, ou alors on se ment tous. Non. Mais même un polytechnicien, aujourd'hui, il va commencer sa carrière, je sais pas moi, à 45 ou 50 k s'il est dans le privé, peut-être à moins s'il est dans le public, s'il veut habiter à Paris, mais il ne touche pas 3 fois le montant de son loyer. C'est faux. Ça veut dire que techniquement, le polytechnicien, il peut se payer un studio, quoi. Enfin, il peut se louer un studio un peu bien ou un 2 pièces, quoi. Bah, même pas un studio à Paris, ça vaut quand même aujourd'hui plus de 1000 balles, ça vaut 1200 balles un studio à Paris aujourd'hui. Polytechnique, en salaire net à 4000 balles, 3600 balles en salaire d'embauche. Je n'ai pas les stats en tête, mais à mon avis, c'est pas tout le monde. C'est pas tous les polytechniciens, en tout cas ceux qui décident de pas aller en conseil, en finance ou ainsi de suite et de faire autre chose de leur vie. Ils peuvent pas se le payer. Aujourd'hui, en gros, la part allouée par les jeunes dans le loyer, elle est supérieure à 50%. Elle est aux alentours de 55% en Île-de-France. Donc c'est déjà se mentir en fait en appliquant ce genre de critères. Ou alors ça veut dire que tu ne veux que des vieux chez toi, quoi. Mais et des gens qui sont nécessairement plus solvables. Mais c'est pour ça que je pense voilà. Donc pour répondre, le parcours il est assez complexe. On va évaluer pas mal de choses. Eux vont évaluer pas mal de choses. Il est assez humain, c'est-à-dire qu'on passe effectivement avec des process en ligne, par exemple la visite virtuelle que tu peux faire sans nous, on passe avec des questionnaires, avec des formes que tu peux remplir en amont, ou ainsi de suite. Mais néanmoins, il y a toujours le moment où tu as quelqu'un au téléphone pour passer à la suite. Ok. Ça nous amène sur la partie loyer, effectivement, mais c'est bien parce qu'on l'a un peu évoqué. Effectivement, là, on évoquait le polytechnicien, 1200 € de loyer, mais en fait, en réalité, c'est 1200 € de loyer, c'est pas vrai. C'est-à-dire que effectivement, au-delà de son loyer, il y a des charges de copro, en tout cas une partie des charges de copropriété. Il y a sa facture d'électricité, de potentiellement de gaz, d'internet, etc. Et puis c'est justement chez Colony, c'est un peu différent, c'est tu payes l'ensemble de ces prestations en un coup. Alors effectivement, chez Colonize, et divisé fatalement. Nous on a fait un constat assez simple. En fait, on a fait un constat assez simple. On s'est rendu compte tous, hein, et j'invite les auditeurs à le faire. Les gens sont pas au courant de ce qu'ils payent vraiment en loyer. C'est-à-dire vraiment, enfin, prenez une feuille et regardez combien vous payez de loyer, les jeunes, mais regardez tous les à côté. Et en plus, il y a plein d'à côté qu'on a payé soit au tout début, les frais d'agence, les frais d'état des lieux, l'acquisition de nouveaux mobiliers, soit de choses qu'on paye tout à la fin. Genre le décompte de frais de copro, la résiliation de tel ou tel contrat qui en fait avait une pénalité, enfin voilà. En fait, une fois qu'on a tout sommé, c'est-à-dire le frais d'agence, l'état des lieux d'entrée. En fait, il manquait des meubles ou j'ai loué un non meublé, donc je dois m'équiper. Il me faut une box internet pour internet chez moi. J'ai de l'électricité à payer, j'ai l'eau, j'ai du chauffage parfois qui va être électrique ou ainsi de suite. Je vais avoir mon assurance habitation qui est à ma charge, qui est pas à la charge du bailleur. Je vais avoir derrière des charges refacturables par la copro, par le bailleur aussi. Genre la TOM par exemple que tu découvres une fois par an et que tu n'as pas forcément budgété. Enfin,
Tu vas sommer absolument tout ça. Nous, ce qu'on constate, c'est que Paris est première couronne, mais on n'est pas très loin hein, sur la province et sur les grandes villes de province. Tu vas tourner aux alentours de 200, 250 euros de surcoût mensuel. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et en fait, moins longtemps tu vas rester et plus ce chiffre explose. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu loues un non meublé, mais que tu es à Paris pour 1 an, si tu achètes 2000 balles de mobilier, mais 2000 balles, c'est pas énorme. Hein. C'est Non, un c'est rien, canapé, c'est rien. C'est rien. C'est un un canapé, un lit et point barre. frigo et deux plaques de cuisson. Enfin, j'exagère, mais t'es très vite à tes 2000 balles. Rien que ça, le jour où tu pars, les 2000 balles d'investissement, si tu les revends la moitié de ce que ça t'a coûté, t'es un génie de la vente, je pense. Parce que, à mon avis, tu vas plutôt le vendre un quart, voire 20% du prix, quand ça va pas être, je dois partir en urgence et finalement, je le laisse gratos ou pour 10 balles symboliques au suivant, quoi. Oui, oui. Donc, une fois que tu vas amortir tout ça, et moins longtemps tu vas rester, et plus les coûts vont exploser. Sans parler le fait, quand t'es expatrié, que tu te fais pigeonner. Parce que si tu parles pas français, que tu sais pas ce qui se fait, ben en fait souvent tu vas arriver quelque part et tu vas rester 1 mois sur Airbnb, le temps de trouver moins cher. Et tu vas pas trouver moins cher. Et du coup tu vas te sédentariser dans un Airbnb mais un peu moins cher, mais ainsi de suite. Et en fait tu vas finalement trouver, mais tu vas rester que 7 mois. Et en fait il va manquer plein de mobilier et bla et bla et bla. Sur toutes les statistiques qu'on a fait autour de nous, sur nous-mêmes ou ainsi de suite, tu te rends compte qu'il y a un coût réel du logement qui est énormément plus élevé que ce que les gens ont en tête. Ensuite, il y a aussi le fait que le marché, il est entre guillemets en pleine explosion. Parce que si tu regardes sur un observateur de loyer, le loyer moyen dans un quartier ou dans une ville, c'est pas Ouais. du tout le loyer marginal, c'est-à-dire le dernier loyer loué. Si tu vas regarder une ville, je sais pas moi, de première couronne et que t'interroges les gens combien vous payez le loyer, dans les gens où t'interroges, il y a des gens qui ont signé leur bail il y a 10 ans, il y a 20 ans. Oui, bien sûr. Hein. Et en fait, quand tu compares ces baux-là avec celui qui vient d'être signé la semaine dernière, et parfois ça va du simple au triple sur certaines zones. Donc, en fait, Oui, oui, ça n'a rien à voir. Si le mec il est là depuis 20 ans, et naturellement, même avec l'augmentation des loyers, il paiera pas le même loyer qu'aujourd'hui, quoi. Enfin, ça c'est. donc du Sûr. coup, nous on est parti de tous ces constats et on a voulu rapporter vachement de transparence. Et la transparence, en fait, parfois, elle fait un peu effet de douche froide sur certains de nos interlocuteurs parce qu'ils ont l'impression que le chiffre est très élevé. Voilà, moi, je te donne des exemples. Un studio en première couronne chez nous va coûter aux alentours de 900 euros. Et ils sont là, genre 900 euros. Moi, à C'est très Montreuil, cher, tout ça. j'ai des Ouais. studios à 550, à 600 euros à Montreuil. Et en fait, une fois que tu vas regarder isopérimètre de prestation, parce que nous on a même la femme de ménage qui est comprise dedans, Oui, complètement. Que tu te paierais pas chez toi. voilà exactement. Une fois que tu vas ramener ça à isopérimètre de prestation et à ce que vraiment ton 650 euros à Pantin va te coûter une fois que tu auras rajouté les 200, bah en fait tu vas être à 850, plus toutes les mauvaises surprises, plus le temps que ça va te prendre de les faire, plus les one shot et ainsi de suite. En fait, tu vas te rendre compte que notre offre, elle est vraiment dans le marché, voire moins chère que le marché. Et nous, dès qu'on peut, on essaye d'être moins cher que le marché. Et l'avantage aussi, il est au quotidien. Il est que nous, tu perds tes clés, tu nous appelles, le soir même, il y a quelqu'un qui arrive, qui te remplace tes clés, ou ainsi de suite. Tout le monde connaît le pote qui a dû passer par un serrurier et qui s'est fait avoir de 800 balles à minuit pour que quelqu'un lui ouvre avec une radio, quoi. Ouais. C'est vraiment la notion du tout compris, du pas de frais cachés, du pas de mauvaise surprise, et tout ça avec un haut niveau de qualité. Parce que quand je te dis que tu as un 650 plus 250 à Pantin ou à Montreuil, donc un 900 euros par toi-même, en fait, les prestations que tu auras par toi-même, elles seront largement inférieures à ce que nous, on t'offre. C'est-à-dire que tu n'auras pas un matelas à 1000 balles, tu n'auras pas un lit de 160 cm, tu n'auras pas tout l'électroménager semi-pro, tu n'auras pas une salle de cinéma avec un vidéoprojecteur et ainsi de suite. Et du coup, une fois qu'on a remis tout ça, on a une offre qui est beaucoup plus compétitive. Et alors du coup, comment ça fonctionne pour nous? Ben, en fait, c'est simplement aussi parce que quand tu es opérateur et que tu fais du volume, ben, en fait, tu as accès aussi à des tarifs qui sont plus intéressants que les tarifs grand public. C'est-à-dire que On nous, est quand on d'accord. va avoir une marque connue d'hôtel, de literie hôtelière, nous, on leur achète pas un matelas, on leur en achète pas 10, on leur en achète 200 en fait.
Quand on négocie un tarif avec une société qui va faire du ménage, du service de ménage à domicile ou de la maintenance, nous on va pas négocier pour une maison, on va négocier pour 30 maisons dans une ville donnée. Et donc en fait nous on a une force de négo qui est plus importante parce qu'on a du volume et du coup ça nous permet de donner accès pour le même prix voire pour moins cher à des prestations supérieures à nos occupants. Et on a un truc sur lequel j'aimerais insister parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je trouve que c'est vraiment important dans la question du prix. C'est que nous, aujourd'hui, on a un partenaire que je tiens à saluer s'il nous écoute, qui est l'INLI, groupe Action Logement. Et Ouais. aujourd'hui, on a un développement énorme de nouveaux projets avec Action Logement et qui sont éligibles logement intermédiaire. C'est-à-dire que pour venir dans les colonies Action Logement, il faut être éligible au logement intermédiaire, ce qui en toute honnêteté est quasi 100% de notre cible. T'as moins de 30 ans en Île-de-France et t'es salarié, il est quasi certain que t'es éligible avec les critères de revenus. Et ce qui nous permet, nous, de leur donner dans ces résidences un tarif immobilier qui est aux alentours de 20% en dessous du marché local. Et ça, c'est vraiment, je pense, dans le sens de l'histoire de la résidence gérée, c'est de réussir à travailler avec les acteurs du logement pour réussir vraiment à fournir des logements de qualité et abordables. Et je pense que le nerf de la guerre, il est là, c'est de réussir à baisser à tout prix le coût que ça a pour l'occupant, grâce à la mutualisation, grâce à la force de négo et grâce à des partenaires avec des acteurs, à mon avis, demain du logement social. Ouais, complètement. Et contractuellement parlant, comment ça se passe? Il signe le locataire, enfin le colocataire, du coup, il signe un bail qui ressemble à un bail classique d'une location meublée, ou c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu un bail est quand même assez particulier puisque tu peux pas dans un bail c'est compliqué d'inclure 300 ou 400 euros de charges. Enfin, je sais pas la part des charges selon le choix du locataire, selon le choix de ce qu'il prend, s'il prend un T1, un T2, etc. Du coup, comment tu fais, qu'est-ce qu'il rédige comme contrat? Alors, c'est une question hyper compliquée parce que elle dépend de plein de choses. Elle dépend de qui est le propriétaire de l'immobilier. Elle Ouais. dépend de l'endroit où on est. Elle dépend de la destination de l'immeuble. Est-ce qu'on est en commercial ou est-ce qu'on est en résidentiel? Et bien entendu, elle dépend du pays. C'est que nous, aujourd'hui, on est sur 4 pays, donc la réponse est très différente, qu'on soit en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en France, et même en Hmm. France, on a plusieurs types. Donc si t'es sur du commercial, c'est un peu plus simple parce que tu es sur tu peux passer sur quelque chose un peu plus En fait, le problème, c'est que non, bail code nous, civil. même sur du commercial, on veut proposer à nos locataires un produit de logement. En fait, qui peut le plus, peut le moins. Donc ça, c'est une jurisprudence de mémoire qui s'appelle Coco Chanel. Qui Coco Chanel a vécu au Ritz, je crois, Place Vendôme pendant 20 ans, et qu'elle a jamais eu de résidence principale, et que du coup, l'administration avait jugé que sa taxe d'habitation et son foyer fiscal et ainsi de suite dépendait de l'adresse du Ritz, vu que ça faisait 20 ans qu'elle y était. Et que du coup, grâce à cette jurisprudence, on peut élire domicile dans un hôtel. Donc nous, déjà, même sur un hôtel ou du commercial, on est un produit de logement et de résidentiel. Bon, maintenant sur le contrat, il y a toutes sortes de baux qui existent. Il y a les baux mobilité, il y a les baux étudiants. Après, il y a tout ce qui va être contrat de résidence géré, mais alors qui vont pas Ouais. forcément s'appliquer pour des auditeurs qui ont des appartements. Là, nous, on parle de résidence gérée, donc c'est-à-dire c'est d'immeubles qui vont faire 4000 mètres carrés. Hmm. En fait, vont avoir des contrats qu'on appelle des contrats de résidents et qui, eux, se rapprochent de ce qu'on va signer dans un EHPAD, dans une résidence senior, dans une résidence étudiante, dans un foyer de jeunes travailleurs ou ce genre de choses. Et ensuite, on a tout simplement des baux meublés qui précisent ce qu'on loue et qui, adossé à ce contrat de bail, va avoir une refacturation des charges. Mais dans ce cas, qu'il va falloir justifier. Donc, on a un inventaire aujourd'hui qui est assez complexe, qu'il est difficile de résumer en deux lignes. Aujourd'hui, on manque, à mon avis, effectivement, mais là, on revient du coup à notre discussion initiale, les normes et sur le boulot du législateur. Aujourd'hui, c'est vrai que ce contrat à la fois flexible, à la fois qui permettra d'encadrer les charges refacturées, le coût
tout ça en ayant quelque chose qui va être respectueux de certaines normes comme le contrôle de l'encadrement des loyers ou ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va rester à développer, je pense, et qui n'existe pas encore de façon bien structurée. Au contraire de la Belgique qui a créé un contrat pour tout ce qui est coloc, qui est vachement plus simple, qui supprime notamment la solidarité, qui encadre le fait que les charges sont par contre réparties en fonction des locataires et qu'elles sont pas optionnelles, ainsi de suite. C'est ça, parce que pour revenir sur le bail de colocation, nous, quand on a commencé à faire de la colocation chez ImmoCities, on s'est trouvé face au problème de la solidarité entre les locataires, parce que techniquement, une unité foncière, un bail avec plusieurs occupants, enfin le nombre que tu veux, mais effectivement, chaque locataire qui ne se connaissent pas doit être solidaire entre eux. Donc quand tu connais pas ton voisin qui paiera pas potentiellement son loyer, effectivement, ça peut être très embêtant, quoi. Du coup, on a dû faire rédiger un bail qui fait à peu près 60 pages pour faire comprendre que c'est un bail avec solidarité sans solidarité. Tu vois c'est un délire. Bah ça fait partie effectivement de ce que un élu ou une ville peut vérifier sur de la division parcellaire. Ils vont demander vos locataires ils sont solidaires ou pas. Ils vont dire s'ils sont pas solidaires vous avez divisé. Et c'est une fois encore ce que je disais tout à l'heure sur en fait on va baisser la qualité pour l'occupant pour ne pas être retoqué vis-à-vis de l'administration. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux pas de problème, il vaut mieux laisser la solidarité, il vaut mieux pas créer de cuisine, il vaut mieux pas créer de salle de bain. Comme ça, on est bien sûr que c'est juste 4 personnes qui vivent dans une coloc, et là, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est contre-intuitif parce que en fait, tu détruis de la valeur pour l'occupant. L'occupant, il valorise le fait de pas être solidaire, de pas se porter garant pour des gens qu'il connaît pas. L'occupant, il valorise le fait d'avoir sa propre salle de bain, il valorise le fait d'avoir son propre frigo, et en fait, sauf qu'à partir du moment où tu lui donnes plus, l'administration va te retoquer. Et ça, c'est vraiment quand même quelque chose qui, pour moi, le coup, est quelque chose qu'il faut absolument remettre totalement à plat. Moi, je pense que l'administration, elle doit bien choisir ses batailles. Ces batailles, elles sont contre les marchands de sommeil, elles sont contre le logement insalubre, elles sont contre le mal logement. Mais par contre, attention aux effets pervers qui vont détruire de la qualité pour les occupants, qui vont augmenter les prix, parce que, je vais pas faire un cours d'économie, mais si tu as plus de risques pour le bailleur, d'une façon ou d'une autre, si tu as plus de turnover pour le bailleur, tu vas augmenter tes prix, parce que plus de risques égale plus de retour sur investissement attendu. Donc, en fait, attention, parce que tous ces effets pervers de normes, elles vont pourrir l'expérience de ton locataire, et d'une façon ou d'une autre, en plus, elles vont renchérir son coût. Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, ouais, écoute, si quelqu'un peut nous entendre et si on pouvait avoir un bail spécial colocation, ça serait vachement bien. Ça simplifierait pas mal les choses et bien fait, bien pensé, suffisamment souple pour que on puisse faire des belles choses, quoi, tout simplement. Et surtout, regardez, pour le coup, depuis quelques années, on est à cheval sur plusieurs pays et c'est absolument hyper enrichissant. Et en même temps, c'est une vraie galère. C'est qu'on a l'impression que l'Europe, en fait, tout est pareil, mais en fait, bah non, il y a plein de choses qui sont hyper différentes. Le résidentiel, plus que tout autre secteur, à mon avis, est hyper normalisé. Et pour le coup, il y a aucune unification européenne, ce qui est d'ailleurs hyper paradoxal, hein, alors qu'on veut encourager la mobilité, on veut encourager les échanges, on veut encourager plein de choses, on veut régler les problématiques de logement. On se rend compte qu'il n'y a aucune politique européenne du logement, hein, que chaque pays fait ce qu'il veut et que même dans chaque pays, dans le fond, c'est chaque ville qui fait ce qu'il veut, plus que les territoires. C'est ça. Et ce qu'on constate vraiment, c'est apprenons les uns des autres. Et que nous, quand on a une best practice dans un pays, la première chose qu'on se dit, c'est ce qu'on peut l'appliquer ailleurs. Et vraiment, alors du coup, sur ton appel du pied, s'il y a des législateurs qui nous écoutent, regardez déjà ce qui se fait ailleurs. Parce que pour le coup, des bons baux sur la colocation, dans des pays comme la Belgique, dans des villes comme Bruxelles, dans plein d'autres endroits, ça existe déjà et ça marche bien. Et d'une façon même plus générale, on parlait tout à l'heure de la restructuration et de la transformation d'immeubles de bureaux en logements. La seule ville au monde qui a réussi à faire stagner les prix au mètre carré et à même à les faire baisser, à faire baisser les loyers au long cours par rapport au pouvoir d'achat, c'est Tokyo. Assez contre-intuitivement, ils ont eu une très bonne politique de l'urbanisme parce qu'ils ont été assez permissifs
sur le fait que quand un immeuble est planté, on doit pouvoir simplement le raser et le reconstruire. C'est-à-dire, il y a des vrais incentives au fait que quand tu as un immeuble qui est vacant, tu peux le détruire, le reconstruire, faire de la surélévation, le remettre aux normes ou ainsi de suite. Et en fait, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a un taux d'occupation des parcelles qui est hyper important, qu'il n'y a rien qui est laissé vacant et qu'on a un parc qui est systématiquement au goût du jour parce que quasiment tous les 20 ans, on détruit pour refaire. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un exemple sur lequel on devrait s'inspirer, notamment pour la retransformation urbaine. On a un parc aujourd'hui qui est obsolète et il faut le remettre au goût du jour. Et aujourd'hui, un appartement parisien type, c'est un appartement qui a été conçu sous Napoléon III. C'est ça. Dans les immeubles haussmanniens. Et aujourd'hui, désolé, mais on ne vit pas de la même façon. La famille n'est pas la même, la durée des études, nos carrières, la façon qu'on a de manger, nos horaires, tout a changé. Et c'est sain, je pense, d'être un peu plus permissif là-bas et d'accepter les nouveaux usages. Et un des nouveaux usages, c'est le vivre ensemble, la coloc, la cohabitation. Et il est grand temps qu'on le prenne à bras le corps, je pense. C'est clair. Tout à fait d'accord. Du coup, les projets Colonies 2021, bon, on a parlé beaucoup de choses, donc je pense que ça va dans ce sens-là, mais vous avez des beaux projets dans les cartons. Tu souhaiterais peut-être en parler ou les garder secrets? Si, on en a plein. On a des super beaux projets sur des appels d'offres déjà où des territoires, des jurys nous ont accordé leur confiance. Donc déjà, comme quoi il y a aussi énormément de super initiatives et d'élus et d'administrations qui ont vraiment envie de faire bouger les lignes. Donc ça, je les remercie chaleureusement et on va bientôt les voir sortir de terre. Donc ça, on est super heureux. Ouais. Donc par exemple, 42 rue Cambronne, on a gagné une tour de bureau, c'est l'ancien siège de Hadoma, qu'on va transformer en espace de gaming au sous-sol et rez-de-chaussée, en coworking sur les 5 premiers niveaux et en co-living jusqu'au 16e étage avec un rooftop de 500 mètres carrés sur tout Paris. Ça va être une hallucinant. Folie. Ouais. Donc là, on a 100 appartements quasi tous en duplex avec des petites terrasses privatives et partagées avec un rooftop et tout ça va être dément. On a une super résidence étudiante. Oui, merci à Covea pour leur confiance, à la mairie du 15e et à la mairie pour le projet de Cambronne. On a un super immeuble qui va sortir à Orsay sur le plateau de Saclay qui va être pour la première fois une résidence étudiante. Donc on était parti de l'étudiant, allé sur l'actif, on revient à nos premiers amours avec une résidence étudiante. Aux premiers amours de l'étudiant. De 310 lits. Ça va être un projet énorme, donc 4 immeubles avec des passerelles, avec un parc, avec quasiment 800 mètres carrés d'espace partagé. Donc ça, c'est ouverture dans 2 ans. Ah, la folie. Avec de Mathieu Barre et un investisseur que je peux pas encore disclose, mais qu'on apprécie particulièrement. Donc ça, c'est trop cool. On en a un peu de partout qui arrivent. On en a à Bordeaux, on en a à Lille, on en a à Marseille, on en a à Lyon. On est très présent et on va bientôt annoncer de très beaux projets à Bruxelles. Berlin, bien entendu. On a hâte d'avancer sur l'Allemagne. Donc voilà, plein de beaux projets. J'en oublie plein. On a aujourd'hui, c'est toujours difficile de donner un chiffre parce qu'on a des statuts de développement et on va dire d'engagement contractuel très différents d'un projet à l'autre. Donc c'est difficile de savoir ce qui est verrouillé ou pas. Mais en gros, on a un pipeline aujourd'hui d'environ 6000 clés sur l'Europe. Et on espère réussir à horizon année ou mois, on va dire, année au pluriel quand même pas sous un an, mais on espère arriver assez rapidement aux alentours de 2000 locataires dans le parc. Donc ça va être un beau step pour nous. On a un projet dont on s'interroge sur des nouveaux formats. Ouais. Du co-living pour des familles, du co-living pour des couples, du co-living pour des parents isolés avec des enfants, parce qu'on pense que le vivre ensemble et la mutualisation de services, elle a vachement de sens pour toutes les générations et pas uniquement les jeunes. Donc ça, on aimerait bien le mener assez vite. Et après, on va se poser une grande question qui, à mon avis, va être un beau chantier, qui va être qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a des adresses dans plein de villes et dans plein de pays. Et on aimerait réussir à proposer de la mobilité dans les colonies, quoi. Bouger dans les colonies, quoi. De colonies en colonies. Exactement.
Ce que j'évoquais, ce serait la possibilité, par exemple, d'être chez Colonize dans un appartement ou en coloc plus tel qu'on la connaît, mais d'avoir accès à des espaces super communs dans mon quartier. Ouais. C'est-à-dire du coup, parce que je suis locataire dans une coloc de 4 chez Colonize, en fait, j'ai accès à une salle de sport, à un espace de télétravail. Ce serait pourquoi pas, si je suis à l'étranger, un espace où je pourrais faire une pause d'une après-midi. Je suis en déplacement professionnel à Bruxelles ou à Luxembourg. En fait, j'ai le droit avec mon badge de rentrer chez Colonize, de me poser dans le salon, de me connecter à Internet, de boire un café. Et notre petit rêve, qui serait notamment de proposer entre guillemets des échanges qu'on met en place doucement, qui va être, Loïc, t'es locataire chez Colonize à Bordeaux, Ouais. et t'aimerais bien partir avec ta copine au week-end, et en fait une espèce de bourse d'échange où il y a peut-être un locataire à Bruxelles, à Berlin, à Marseille, qui n'est jamais allé à Bordeaux et qui adorerait y aller. Et en fait, vous allez faire un home exchange d'un week-end gratuitement. En fait, tu vas simplement fermer tes placards à clé. Ta serrure électronique va te permettre d'ouvrir, ta clé électronique va te permettre d'ouvrir la serrure de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré à 2000 km de chez toi à Berlin. Ouais. Donc tu vas juste payer ton EasyJet et tu vas partir là-bas avec ta copine et lui va venir chez toi pour découvrir Bordeaux pendant 3 jours et ensuite vous allez revenir. Et voilà, c'est un peu tout ce sur quoi on s'interroge, qui va être quelle est la valeur qu'on va pouvoir créer pour une communauté européenne, multisite. Ça fait partie de ce sur quoi on s'interroge énormément. Et également sur le parcours résidentiel professionnel. Par exemple, t'es locataire chez Colonize et étudiant, je sais pas moi, Alix, Alix, ça c'est un assez mauvais exemple parce qu'ils sont tous logés sur le campus, mais sur le plateau de Saclay. Ok. Tu vas avoir un stage de 6 mois que tu vas faire à Lyon ou à Luxembourg, et tu vas ensuite reprendre tes études au plateau de Saclay pour ensuite partir en échange à Berlin et enfin signer ton premier CDI à Paris. Ouais. Ça peut représenter 6 ans de ta vie. Et nous, en fait, on a tout intérêt à te garder pendant 6 ans parce qu'on sait que tu es un bon payeur, on sait que tu es quelqu'un d'apprécié, on n'a jamais eu de problème avec toi, on sait que tu es quelqu'un de fiable. Et en fait, comment est-ce que demain, on peut réussir à te proposer, très simplement, sans aucun dossier, du coup, tout en ligne, de t'accompagner dans la recherche de ton logement en région parisienne, à Berlin, au Luxembourg, pour ton stage, ton début de carrière, ton retour, ton échange universitaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on s'interroge parce que aujourd'hui, quelqu'un qui a 30 ans, c'est quelqu'un qui souvent a habité déjà dans 3-4 villes, gré de ses échanges, de ses études, de ses boulots. Et nous, la force de ce réseau, ce serait de réussir à capitaliser dessus, à la fois pour le plus grand bien de nos occupants, mais même aussi d'une certaine façon de nos investisseurs, parce Bien que du sûr. coup, on a un turnover qui va diminuer, on a une base de clientèle plus importante, on arrive aussi en interne à savoir que c'est des bons payeurs, que c'est pas des gens qui posent des problèmes. Et du coup, en fait, même un investisseur partenaire qui va être propriétaire de notre immeuble à Bordeaux, et juste de cet immeuble à Bordeaux, il va capitaliser de cet effet réseau parce qu'on va lui trouver des locataires de qualité qui sont allemands, anglais, belges, et avec qui on a déjà, si ça se trouve, 1 an, 2 ans d'expérience. Ok. Bon, en plus, ça favorise la diversité et c'est tant mieux, quoi. Ok. Bravo en tout cas, François. Je suis scotché, hein, c'est des très très beaux projets que tu as. Écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question que j'aime bien poser. François, tu es passé sur le podcast Club Deal. Est-ce que à ton tour, tu aimerais entendre quelqu'un parler de sujets autour de l'immobilier avec la même passion que toi? Ah ouais, alors effectivement, je connais la petite coutume, donc j'ai un peu réfléchi. Je pense que ce serait intéressant de parler à un ami d'école d'ailleurs, qui est Adrien Oxman. Adrien Oxman qui a lancé une boîte. Alors c'est un peu moins, on va dire immobilier, c'est un peu plus PropTech, Ouais. qui s'appelle Box et qui, je pense, est hyper compatible avec tout ce qui va être colocation, vivre ensemble, logement collectif. Donc lui, son boulot, en gros, il a créé une start-up qui fait des conciergeries automatiques, notamment pour tout ce qui va être livraison de colis, pour garder des clés aussi ou ce genre de choses, qui fonctionne par passe temporaire et qui va permettre à des gens de mutualiser une boîte aux lettres pour récupérer le colis Amazon ou ainsi de suite. Oh, top. Et je pense que c'est pas anecdotique parce que
on perd tous, à mon avis, un nombre d'heures de nos vies à aller dans des relais colis, à attendre vainement un livreur qui n'arrive jamais, et ainsi de suite. Et c'est très compatible avec tout ce qui est colloque ou ainsi de suite. Et il en parlera avec beaucoup plus de passion et de connaissance que moi, mais je vous encourage à le rencontrer. C'est top. Bah écoute, merci François, je te souhaite en tout cas plein de réussites et plein de beaux projets, et puis certainement à très bientôt sur Club Deal. Ça marche. Merci beaucoup Loïc. Merci. Et à bientôt. À plus. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur, et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps, ou tout simplement si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter ImmoCities. ImmoCities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team ImmoCities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet, et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables, et à très bientôt sur Club Deal.